donc ce sont les aléas de Skype, n'est-ce pas? Voilà. Non, on ne peut pas que. On a aussi le gars qui est derrière le Skype, qui a besoin de 2 minutes. C'est l'asservissement numérique, donc Voilà. le sujet de la discussion, et on voit que voilà à quel point on a servi. Alors, En même donc, temps, on va sans ça, pouvoir- on aurait du mal. Voilà, on va Donc- pouvoir donc. Du coup, je vais présenter Gul. Et du coup, On va tu se peux te présenter, hein, Voilà, c'est ça. Oui. l'un l'autre. Alors, on se présente soi-même ou non? Je te présente toi. Donc, Emmanuel Charpentier, alias Manu, parce qu'il a beaucoup d'imagination dans le pseudo. Ou écharpe. Ou Écharpe, oui, ton pseudo. Donc, avec qui nous faisons de la radio, des podcasts pour l'April. D'accord, ok. Et donc, Manu est développeur et contribue notamment à l'agenda du libre, qui est une solution d'agenda communautaire où tout le monde peut venir annoncer ses événements. Et donc, on a un gros agenda où on dit tout ce qui se passe en France et dans le monde francophone en général autour du libre. C'est un logiciel libre, ce qui veut dire que n'importe qui pourrait le reprendre et faire son agenda de ce qu'il a envie pour qu'une communauté puisse faire ses événements. C'est plus ou moins simple, mais effectivement, il y a moyen de le faire. Et il y a les Québécois l'ont fait, il y a des Brésiliens qui l'ont fait. C'est pas toujours aisé. Surtout là, on a tendance à ouvrir aux autres pays. Donc il y a la France, la Belgique, la Suisse, la Tunisie, le Luxembourg. Et il faut qu'on voit pour ouvrir un petit peu Angleterre, Allemagne, des choses comme ça. Donc, Ok. et puis Luc Chievet, donc collègue partenaire depuis un moment. Donc c'est Oui. vrai qu'on fait de la radio depuis des années. Tu es chef de projet dans le milieu du transport, on pourrait dire. Hein. Oui, maintenant je bosse dans l'informatique, mais côté propriétaire. Oui. Mais Oui. côté fonctionnel, je ne suis pas informaticien. D'accord. Donc tu t'occupes d'utilisateurs, de hotline notamment, d'aller faire des formations et de prendre en compte Mon tous les boulot problèmes. n'est pas qui peuvent nécessairement le plus intéressant dedans. Oui. Bon, et Voilà. effectivement, par ailleurs, tu fais pas mal de vidéos, tu fais du Blender, de l'image, mais pour le fun. Et tu aimes bien toutes les activités de type je prends une planche et je la découpe et je m'amuse à rassembler tout ça dans des morceaux et dans des pièces. Voilà, j'ai mis les pieds dans un Fab Lab, ce qui est partie du numérique. Voilà, j'étais aussi. Alors aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul avec ça, mais j'étais longtemps au comité d'administration de l'April. Je suis au comité d'administration de Parinux, donc pas mal d'activités sur la partie militante du logiciel libre. Oui, hein, il faut défendre, il faut promouvoir le logiciel libre, c'est pas facile. Hein. Voilà. Et effectivement, Voilà. les Fab Labs, c'est un bon moyen d'être créatif en dehors de la ligne de code. Tout à fait. Tout à l'heure, il y avait deux personnes qui s'occupent d'un Fab Lab, celui de Lyon et celui de Gilles-sur-Yvette qui étaient là. Et on en parlait aussi, on en parlera aussi ce soir. Et on en parlera ici aussi ce soir. Alors Voilà. si quelqu'un veut faire un cadeau à Luc, c'est la découpeuse numérique, Voilà, découpeuse laser. découpeuse laser numérique, il faut lui offrir à Ah, c'est- Noël. Et attends, nous on est en train de transformer l'imprimante 3D en découpeuse laser. On en parle, tu en D'accord. parles après plus tard avec Moff Ok, ou Florian. très bien. Et pour 200 € de plus. Ce qui n'est pas tout à fait le même prix. Ah oui, ça m'intéresse. Parce que bon, Tu vois une découpeuse industrielle, c'est 15 000 € de budget minimum. Et de la maintenance et de la Et voilà. compétence pour le mettre en place et le suivi. Voilà. Un problème. Donc moi, je pense que vous avez peut-être vu plus ou moins ma tête tout le temps partout. Je suis l'organisatrice des Geek Ferries, tout du moins la co-organisatrice des Geek Ferries. On n'a pas l'air comme ça, mais nous, notre propos, c'est de faire en sorte d'amener les gens dans un cadre global et dans lequel on montre qu'on peut vivre autrement, sans révolutionner sa vie, mais déjà que la première base de la vie, ça soit de définir ses besoins, ses envies, et qui n'amène pas directement à la réaction, puisque je veux ça, je vais acheter, mais de comprendre quels sont les chemins, qu'on d'abord comprendre, formuler déjà correctement, sainement. Là, je suis fatiguée, j'ai pas les bons mots, ils sont un peu autoritaires mes mots, mais en tout cas prendre possession de sa demande pour que le résultat soit ce qu'on a décidé et non pas ce que quelqu'un a décidé ailleurs. Et voilà, c'est-à-dire que tout n'amène pas à un acte d'achat, tout n'amène pas à obéir à quelqu'un, donc notamment sur ce qu'on nous dit d'acheter, et vu qu'on est sur la culture Internet, au travers de ce qui se passe via les systèmes marchands qui prennent toute la place sur Internet. Voilà, moi je vais plutôt être sur
pas tenir ce propos-là. Et donc Gull qui va arriver une fois que Skype aura merdé. Et donc, Un jour viendra. voilà, c'est ça. Et donc co-auteur du blog Hacking Social, où ils font aussi des vidéos qui sont presque plus des documentaires que des vidéos. Généralement, je crois que la dernière faisait 1 heure. Et donc eux, ils parlent d'hacking social justement. Donc nous, c'est hacker sa vie. Voilà. Et donc Gull fait partie de l'équipe des Geek Ferries. Et on travaille sur la partie qu'on appelle New Mind Palace, qui contient tout ce que... Voilà. Alors, on pourrait presque faire une parenthèse là-dessus. Le hacking social, je pense que c'est un sujet qui a plein de solutions à plein de problèmes, et parfois le contraire aussi, j'imagine. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à creuser parce que on évolue, on a une vie qui est en mouvement et on a pas mal de solutions qui peuvent se présenter. Je sais qu'on a fait partie de gens qui essayaient justement de se mettre en place des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de gérer leurs agendas, de gérer leur sommeil, leurs horaires, les choses comme ça. Il y a pas mal de choses intéressantes, novatrices, pas toujours faciles, mais qui demandent un peu de discipline. Je connaissais même quelqu'un qui a essayé de passer en sommeil, alors je ne sais plus comment il appelait ça, mais l'Ironman, où on dort que 3-4 heures par jour et on essaye de s'arranger pour découper sa journée ensuite en micro-sieste pour maximiser son activité. Bon, ça s'est mal passé, mais il a essayé et c'était intéressant de voir comment ça pouvait se mettre en place. Là, on en a un qui pratique ça, donc c'est un des orgas DGF qui là est en train de dormir sur un cycle de 2 heures. Et il y arrive ou il est en train d'essayer de le faire? Ah non, il fait ça tout le temps. D'accord, parce que ça c'est impressionnant. Alors, j'ai connu quelqu'un qui arrivait, mais un ancien restaurateur, donc il était passé par des étapes. C'était pas facile. Je vais devoir couper et relancer le stream. Vous pouvez prévenir les gens parce que ça lag beaucoup. Je vais couper et le relancer juste. Donc voilà, attention chérie, ça va trancher. Ça va couper. On n'a pas de retour. On a un Creative Commons affiché devant nous, mais c'est pas. Donc on doit redémarrer le stream, donc on va disparaître, mais c'est temporaire. On revient très vite. On a quelque chose. Donc effectivement, ça va rebooter. Un bon reboot. Dans le doute, on reboot. J'en profite, je sais pas si on m'entend sur le plateau. Non. Ah non, parce que depuis tout à l'heure je disais rien, mais t'es un poil lâché, mais on t'entend. Je vous dis coucou déjà. Et, donc Gull a fait la nuit. Oui. 3 heures à... De retour alors. De retour. Le retour. Et à un moment, je me suis levée et il n'y avait personne qui parlait à part toi. C'était impressionnant. On a une salle de, je sais pas, 600 mètres carrés. Il n'y avait que toi qu'on entendait dans cette grande salle. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc on va parler d'asservissement numérique. Ce soir. Luc, je te laisse, oui, donc asservissement numérique. On peut aborder le sujet de multiples façons, parce que c'est extrêmement large. On pourrait considérer que l'asservissement numérique il peut être dans le monde du travail, quand on a des gens qui sont à la travail dans une usine, dans un supermarché, sont surveillés à la microseconde, à la tâche, etc. par un système, c'est de l'asservissement numérique dans nos vies de tous les jours, etc. Moi j'ai envie d'introduire le sujet au travers d'un truc d'actualité assez récent, c'est qu'il y a 2 anciens patrons de Facebook, dont un avec un nom indien que j'ai oublié et l'autre avec un nom pas indien que j'ai oublié aussi. Donc 2 anciens patrons et donc c'est l'ancien directeur général et un autre, donc c'est pas des petits responsables qui ont quitté Facebook et qui en gros disent oups pardon, on a merdé grave et ce qu'on a fait est en train de détruire la société. Et ils le disent clairement comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas des demi-mots. Et ils disent qu'en gros, Facebook vise à générer un maximum d'attention, de faire de la récompense. En gros, ils disent qu'ils ont hacké, et on est dans la notion de hacking, hacké le cerveau humain et la psychologie humaine de la récompense de court terme, comme on peut voir dans le jeu vidéo également. Et que du coup, on a des gens qui ne sont plus dans la réflexion, etc. etc. On analyse des choses et que la victoire de Trump a été une sorte de douche froide pour eux. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire. Je pense que Gull, tu as pas mal travaillé sur ce sujet avec V6. Bah oui, ça me fait penser un petit peu à la gamification, ce que tu viens de dire par rapport à Facebook. Alors la gamification, on peut l'entendre de manière très positive. On a un problème. On a un problème avec ton audio. On a un problème de lag. Ça oui, devrait aller. Tu peux te relancer, ça devrait aller mieux.
Ouais, vous me dites si jamais ça dure. Ok, ça fonctionne. C'est bon, super. Oui, donc je parlais de gamification, même si c'est un terme qui est à double tranchant, puisqu'il y a une gamification qui peut être très positive, c'est-à-dire lorsqu'on utilise justement toutes les petites découvertes qu'on a pu faire, notamment par les notions de game design, et qu'on l'applique à la société dans l'école, et ça a un apport bénéfique pour les enfants. Donc quand je parle de gamification, je ne suis pas en train de diaboliser ce mot. C'est comme un outil, c'est neutre. Mais il y a une gamification aussi qui est utilisée par certaines entreprises dans le domaine professionnel et notamment par ce que tu viens de dire sur Facebook, avec cette dimension qu'on va créer différents leviers, différentes structures pour pomper l'intention de la personne, du consommateur, pour utiliser, exploiter ces données, ces informations pour les revendre et finalement enfermer peu à peu le consommateur sur Facebook. Facebook, on le voit malheureusement, beaucoup de gens considèrent qu'Internet est synonyme de Facebook. C'est-à-dire que Facebook, c'est Internet. Quand il y a des articles, ils ne cliquent même pas. Et je pense que toute personne qui tient des blogs, qui vérifie les statistiques peut le remarquer. Nous, on le remarque très souvent lorsqu'on fait des liens sur Twitter et sur Facebook. On fait un lien sur Twitter, les gens généralement, puisque Twitter c'est court, ils cliquent dessus, sur les articles. Sur Facebook, les gens ne cliquent pas. Ils se contentent de lire le titre, de lire éventuellement le chapeau et encore, mais surtout l'image. Donc, ils restent dans la structure Facebook avec, pour l'exemple de Trump et tout ce qu'on peut évoquer tout à l'heure, non seulement l'intention est captée sur tout ce que Facebook peut diffuser, mais en plus cette attention est minimale puisque on n'a plus le temps avec tout ce qui est proposé de vérifier les informations, ni le réflexe d'aller forcément vérifier les articles. Et le principe de la gamification qui fait que ça a l'air fun, on a l'impression d'avoir plein d'informations. Mais c'est ce surplus d'informations justement, et les informations qui sont pompées aussi, qui sont revendues, qui posent problème. Alors moi j'interviendrai en mettant peut-être un bémol, parce que j'ai tendance à essayer d'autres approches. C'est qu'on est aussi peut-être à une époque où on connaît mieux l'être humain et le fonctionnement de l'être humain, de la psychologie. Et il y a des évolutions dans les sciences sociales qui se font et qui sont intéressantes, justement sur l'attention, les circuits de la récompense. Tous ces phénomènes-là et ces mécanismes-là sont de mieux en mieux maîtrisés. Alors, ils sont de mieux en mieux maîtrisés par des gens très intelligents qui ne veulent pas forcément notre bien, ce qui est largement un problème. Mais on peut rajouter aussi le storytelling, très à la mode. Le storytelling qui permet justement de conduire les gens dans un mode de pensée, dans une réflexion, et de les emmener jusqu'au bout, tout en captant leur attention. Et le storytelling, c'est le dernier truc. Alors, ça fait quand même bien 1 an ou 2 que c'est à la mode, mais c'est une des façons dont ils ont présenté ça, pour Trump notamment, pour expliquer qu'il a gagné parce qu'il y a eu un storytelling. Ils ont réussi à mener toute une histoire de son point de départ, que les Américains connaissent puisqu'il a fait de la télé-réalité il y a déjà quelques temps. Toute sa vie est connue et on arrive à voir un déroulé de sa vie. Et on pourrait rajouter, c'est ce que fait Facebook aussi, ils ont des timelines maintenant, ils essayent de présenter l'histoire de la vie de chacun, depuis son début jusqu'à maintenant. Ils vont peut-être réfléchir à mettre un futur, c'est quoi les objectifs de chacun, je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à les présenter. Tout ça, il y a une conduite et il y a une utilisation de ce qu'on maîtrise et de ce qu'on connaît mieux chez l'être humain. Donc quelque part, il y a une évolution des sciences sociales qui est intéressante. Il faut tous qu'on s'en rende compte. Je pense que le storytelling, il faut tous qu'on l'utilise et qu'on sache l'appliquer. Mais malheureusement, on est à la merci de ceux qui savent le mieux l'utiliser et qui l'utilisent pour leurs propres moyens. Donc Facebook, oui, c'est un exemple assez typique. Il y a une série de documentaires qui est sortie sur Arte qui s'appelle Propaganda et qui parle du fameux livre Propaganda et qui lui date de vachement longtemps. Édouard Bernays, effectivement. Édouard Bernays qui est un petit peu le papa, on va dire, de la propagande, même si justement il a commencé par remplacer propagande par d'autres termes. Il va plutôt parler de communication, de conseiller, etc. Enfin bref, ce qu'on peut appeler les spin doctors pour aller très vite. On a effectivement aujourd'hui des gens qui travaillent à peaufiner l'image d'un individu, du storytelling, etc. Qu'on retrouve de plus en plus, qu'on connaît dans la politique, mais que les gens s'appliquent aussi eux-mêmes par les réseaux sociaux et notamment Facebook pousse à ce que chacun crée son propre storytelling, crée sa propre légende personnelle avec tout ce qu'il va inscrire, etc. Et effectivement, il y a aussi un autre effet. Alors pour rebondir sur les sciences humaines,
c'est qu'en fait, tout cela met en avant un certain paradigme de notre représentation de la société et de la réalité. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'internalité. C'est-à-dire que tout est misé sur l'individu. Si quelqu'un est en échec, c'est de sa faute. Si quelqu'un a réussi, c'est la success story, c'est grâce à lui, c'est grâce à son comportement, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'internalité. Et qu'est-ce qu'on oublie dans le lot? On oublie le systémique, la pensée systémique. On oublie justement tout ce qui est externe, tout ce qui est, par exemple, déterminant socioculturel, etc. Ce qui fait que ces paradigmes renforcent l'internalité au détriment de la pensée systémique. Et donc, on a un problème aussi par Facebook ou autres qui ont plutôt tendance à renforcer cette internalité qui peut conduire assez loin. Et Trump, c'est le cas. Hein. Niveau internalité, il est champion. Alors, on pourrait rajouter là-dessus que, justement, comme c'est tout l'individu qui est responsable de sa propre vie, qui est responsable de ses réussites, et qu'on met ça en avant, mais ça veut dire aussi qu'on est responsable de ses échecs, et ça, c'est très stressant. Ça veut dire que si on a échoué sur quelque chose, et on échoue tous sur quelque chose, je veux dire, une vie est faite d'échecs et d'échecs et d'échecs, et beaucoup de gens, quand ils regardent leur vie et le passé de ce qu'ils ont fait, ils ne voient que cela. Et c'est éventuellement quelques autres autour qui vont dire non mais tu as quand même réussi ce genre de choses, et tout ça, ça va être très stressant. Alors, on va peut-être revenir sur le sujet, parce que les sujets que tu décris, j'avais lu des choses là-dessus en sociologie, avec un sociologue comme Alain Ehrenberg, dès les années 90, disant que c'est des valeurs qui, lui, avait cette formule de dire tu dois être entrepreneur de ta propre vie. Et en disant que c'est des valeurs qui sont arrivées dans les années 80. Donc bien avant qu'on ait cette notion de que l'informatique, que le numérique et le poids qu'il a aujourd'hui. Par rapport à ce que tu disais, Manu, voilà, le XXe siècle a eu quelques beaux exemples pour montrer comment la propagande et le storytelling et ce genre de choses a réussi à bouger des foules et à faire des trucs absolument faramineux et abominables. Donc du coup, en quoi on a quelque chose qui soit vraiment propre, l'asservissement est une fonction propre au vivant sans doute, au social. En quoi on a un asservissement qui soit proprement numérique? Voilà, ça, parce que ça, ce sont... et ça, je l'ai appris, c'est Gull qui m'a enseigné ça, ce sont des choses qui datent de Freud, hein, effectivement, et tout ce qui est propagande, ça découle de ça, comment manipuler l'humain. Et donc du coup là on n'est pas dans le numérique, c'est une histoire qui a commencé à foirer il y a bien longtemps avant le numérique. Probablement donc, même avant Socrate, hein, voilà, c'est ça. Doute. Donc quelle est la particularité du numérique et en quoi est-ce que c'est, si ça l'est, est-ce bien plus dangereux pour nous? Est-ce que c'est juste le temps qu'on s'adapte ou est-ce que c'est vraiment très dangereux? En tout cas, est-ce que c'est plus pareil, moins dangereux que la mode ancienne, c'est-à-dire sans la vitesse de propagation de l'information qu'on a maintenant? Et est-ce que c'est un simple accélérateur de méthode qu'on connaît ou est-ce qu'on a quelque chose de foncièrement différent ou pas? Moi, je crois fermement que nos sociétés, ça va prendre le temps parce que c'est le temps de l'histoire, va vers ce que les écrivains de SF ont toujours décrit, c'est-à-dire bien une civilisation planétaire. Et donc, est-ce qu'on n'est pas là dans l'ajustement de méandres dans lequel notre société est en train de s'adapter au futur? Est-ce que des gens dans 50 ans vont se marrer du fait qu'on fasse la différence entre asservissement numérique ou asservissement par le curé dans les années 50 dans un petit village des Cévennes? Il est possible que non. Ou par le chef féodal qui possédait des vassaux et des serfs, et les gens, ils étaient sur la terre et ils appartenaient à quelqu'un. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait des choses par rapport à ça? Oui, il y a par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser à, comme si ça venait de tomber d'un seul coup, la fameuse fake news, dont on a commencé à en parler, à médiatiser. Je crois que c'est quelques années à peine, hein, mais c'est très récent finalement. Comme si finalement ce problème n'existait pas avant. Et la question, justement, qu'on pose peut-être, c'est quelle est la particularité de la propagation des informations dites fausses aujourd'hui, avant le numérique il était, et maintenant sur Internet. Je me demande si c'est pas finalement un petit peu le revers de la médaille, dans le sens qu'aujourd'hui, le problème n'est pas tant le manque d'informations, mais le surplus d'informations. Et que
Le fait que lorsqu'on a beaucoup d'informations, le problème c'est qu'il faut trier l'information et on en arrive justement à l'information qui va ressortir parmi ce bruit. Et aussi le fait que les gens peuvent aller piocher un peu n'importe où, etc. Et que quelque part, la petite transformation qu'il peut y avoir, c'est aussi qu'on n'a plus forcément les mêmes médias, au sens propre du terme, les mêmes médiateurs que nous pouvions avoir par le passé, qui pouvaient être, je sais pas, les journalistes ou autres. Et sur la question des fake news, j'ai cette impression-là qu'en fait, en tout cas dans le débat public, on prend les choses un peu à l'envers en partant du principe que les fake news découlent forcément de toute structure qui dépasse le journalisme traditionnel, etc., et qui accuse presque certains de vouloir se renseigner. Et donc, on met un peu tout dans le même panier finalement. Et on va commencer à diaboliser tout ce qui sort un petit peu des circuits de la vieille soupe qu'on faisait avant Internet et avant Facebook. Et donc voilà, c'est la question que je posais, est-ce que pourquoi tout d'un coup ce débat qui est né du jour au lendemain et qui existait déjà avant, en 2015, ce fameux débat sur les fake news. Et avant Trump aussi, on en parlait déjà. Alors, sur les fake news et leur impact, le fait qu'on ait des technologies qui permettent de les répandre, effectivement, on se dit que ça devrait avoir une importance beaucoup plus grande et qu'on devrait faire attention. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Mais alors, j'ai réfléchi un petit peu à cette problématique-là, mais en fait, clairement, c'est pas une nouvelle chose, mais il y a déjà eu des choses qui ont été au moins aussi fortes, qui ont eu autant d'importance. Je pense à Napoléon. Napoléon, pour gagner l'importance qu'il a eue auprès des Français et être apprécié des Français, il a menti. Et il a menti, il a propagé des informations sur lui-même, il s'est mis en scène. Quand il était en train de batailler en Italie notamment, il écrivait des articles lui-même, il ne les signait pas de son nom, il les envoyait comme si c'était un journaliste ou n'importe qui les envoyait à la presse, qui les réimprimait et qui mettait en scène un Napoléon triomphant, qui prenait des risques avec sa vie, qui allait sauver les gens eux-mêmes. Et ça a contribué largement à sa légende et à sa mise en place ensuite comme l'empereur des Français. Et je suis convaincu qu'en cherchant un peu dans l'histoire, on va trouver plein d'autres cas comme ça. Je pense que les pharaons, à leur époque et à leur niveau, ils mettaient en scène leur légende. Ils l'a présenté sous des monuments, ils l'a présenté avec des statues, avec des légendes et des mythes. Et ces mythes, aujourd'hui, on pourra avoir gardé des traces. Les mythes de nos dieux antiques sont probablement des résultats, en partie, ce sont des reconstructions, bien sûr. Il y a plein de choses à creuser là-dessus. Mais c'est des résultats de mythes et de mensonges qui ont été utiles. Le storytelling. Et c'était carrément du storytelling. Je veux dire, Héraclès, Hercule, c'est une histoire qui va de son enfance jusqu'à sa déification et qui passe par différentes étapes. Il y a cette construction d'un mythe. Et ce mythe, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît, qui a été mis en avant dans les années 60-70. Il y a vraiment un gros travail qui a été de tout cela. Donc aujourd'hui, on a des outils nouveaux. On a des mécanismes de transmission de l'information, c'est planétaire et ça rentre dans les appartements de chacun. Mieux que ça, ça rentre dans les poches de chacun, parce qu'aujourd'hui on peut tous lire des histoires de nos dieux vivants actuels, on peut tous lire les mythes qui sont en pleine construction, et ces mythes-là, ils nous accèdent, ils nous atteignent chacun dans nos poches. Donc c'est ça peut-être qui est la dimension nouvelle, mais ce ne sont pas des mécanismes si nouveaux que cela, à mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, Gull? Parce que c'est ton sujet, ça. Oui, effectivement, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi un petit peu derrière, non pas quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître, mais aussi une peur aussi de ces nouveaux outils et de l'information qui va de plus en plus vite. Mais à propos de storytelling, juste pour rebondir, on a parlé du storytelling qui a plutôt tendance à valoriser un individu, des groupes d'individus, mais il y a aussi toutes les informations qui peuvent se propager pour au contraire essayer de contribuer aux préjugés d'un groupe, d'un individu, de ce qui est pas bien, etc. Tu as pris l'exemple de Napoléon, moi je prends l'exemple de la commission Krill, donc la Première Guerre mondiale, où tout a été fait pour casser véritablement, créer toute une légende diabolique autour des pays, etc. Et c'est là-dessus aussi que Édouard Bernays en est ressorti, et que Édouard Bernays a via l'inspiration des travaux de Freud, qui était son oncle, créé un petit peu, alors pas à lui tout seul, mais contribué à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la communication moderne, contemporaine, donc la nouvelle propagande. Et
il y a cette dimension-là aussi sur les réseaux sociaux qui consiste non seulement à écrire la légende qui va valoriser certains, et écrire la légende aussi qui va dévaloriser d'autres, soit un groupe extérieur, soit des valeurs, etc. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est externe. Et il y a peut-être cet élément nouveau qui est peut-être cette accélération et qui permet aussi de voir certaines tendances qui sont peut-être plus rapides que d'autres. Alors, mon impression à vous écouter, c'est que au final, cette question des fake news, ce genre de choses, relève plus du fait qu'on n'a plus une autorité qui est en position de créer la fiction générale admise et considérée comme la vérité. Ou quelques autorités, parce que généralement, il y avait un partage. Voilà, mais avant, quand on voulait s'exprimer publiquement, il fallait soit passer par la presse, c'était cher et compliqué. Et donc, du coup, quelques petits groupuscules arrivaient à se diffuser, mais de façon limitée. Il fallait avoir accès à la télé ou à la radio, et donc ça, c'était bloqué. Et donc, de fait, il y avait quand même une ou deux voix, mais dans une marge tolérée socialement, par un pouvoir qui, on a le droit de discuter dans telle et telle marge. Il faut faire remarquer que dans le 19e siècle, il y avait toutes ces patentes et toutes ces autorisations de diffusion qui étaient un enjeu considérable. Même sans aller aussi loin. Encore dans les années 90, on parlait de la conversation du niveau du café du commerce. Et je pense qu'on a toujours dit autant de bêtises et de n'importe quoi, mais c'était limité à un cercle extrêmement restreint. Aujourd'hui, le numérique permet à tout le monde d'avoir ce genre de conversation. On peut tous le faire. Donc maintenant, finalement, c'est peut-être un anti-asservissement, puisque finalement, on a la liberté de dire toutes les conneries qu'on veut. Oui, alors justement, là, du coup, ce qu'on est en train de mettre en exergue par rapport aux propos initial, c'est que, en fait, a priori, rien n'a changé. C'est juste l'adaptation des deux côtés, c'est-à-dire ceux qui veulent asservir. En général, ceux qui veulent asservir, c'est pour capter le pouvoir. C'est capter le pouvoir ou capter l'argent, ou les deux, tant qu'à faire. Un peu comme ça, c'est bien. Et donc peut-être, sommes-nous en phase d'adaptation ou sommes-nous en train de glisser vers quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Là, je parle pas, j'ai pas un discours réactionnaire. J'ai juste peut-être qu'on a besoin d'une observation supplémentaire pour comprendre ce qu'on peut faire ou garder en tout cas cet outil Internet qui au départ est le nôtre et nous permet enfin de communiquer et qui apporte quand même à l'humanité quelque chose qu'elle n'a jamais eu, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de gouverner par la rétention d'informations. Donc on a à la fois un changement majeur au niveau des libertés et des pouvoirs et à la fois un problème où effectivement tu as toujours une bande de couillons pour croire que les ânes ont trois queues. Alors du coup ma question c'est est-ce qu'on doit distinguer entre la notion de contrôle social et la notion d'asservissement ? Alors ça moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement l'asservissement déjà c'est un mot qui est trop large, hein. On n'est pas des esclaves au sens classique, mais par contre le contrôle là c'est quelque chose d'important. Et sachant que le contrôle social c'est pas nécessairement négatif. Non mais carrément le contrôle social n'est pas forcément juste négatif, c'est simplement un moyen de s'assurer que les gens ne vont pas forcément dépasser certaines limites au niveau de leurs actions mais même au niveau de leurs paroles et de leurs pensées et qui vont rester dans un certain contexte. Et ce contrôle social là, on a probablement quelque chose qui est en train de se remettre en place. On est probablement dans une transition de société, comme on a eu des transitions industrielles, démographiques, on a probablement une transition économique aussi. Ou un effondrement d'empire. Alors, c'est peut-être aussi un lien avec un effondrement, mais alors attention, hein, faut pas oublier. Alors, je pense à l'Empire romain. L'Empire romain, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il a juste changé et qu'il est devenu le catholicisme et la chrétienté ? Le contrôle qui était un contrôle social très puissant, très fort, avec des divinités, mais aussi avec des institutions, des pratiques et une économie qui était bien organisée, il s'est transformé en un contrôle religieux. Aujourd'hui, la religion, on pourrait dire en Occident en tout cas, on est en train peut-être de s'en débarrasser. En France, beaucoup. En France, oui, carrément. On est à la vu pointe. Des statistiques, on est très en pointe. On est vraiment en pointe et c'est très bien. Mais ce contrôle-là, il est probablement en train de se mettre en place sous d'autres formes qui sont en train de se rechercher, qui ne sont pas faciles. Et c'est... Alors, autant un contrôle négatif de on veut vous empêcher d'eux, mais ça peut être aussi simplement une conviction. On veut convaincre les gens pour leur bien ou
pas, parce que Facebook, par exemple, c'est clairement pas pour notre bien qu'ils vont essayer de nous convaincre d'agir ou de penser certaines choses, mais en termes de mécanisme de la société, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui repose sur la conviction. On essaye de convaincre les gens, et donc la propagande, c'est un outil, mais cette propagande, est-ce qu'elle est si différente, en tout cas dans ses mécanismes, dans sa façon de faire, que l'éducation ? Est-ce que quand on éduque les enfants, c'est très différent de quand on va éduquer notre société avec les médias et avec la propagande qui, à la manière d'un Socrate qui disait il faut utiliser les histoires pour qu'elles aient une morale et qu'elles aillent dans un certain sens, le sens de la civilité par exemple, eh bien aujourd'hui nos histoires sont toutes réutilisées pour aller dans certains sens, avec des S un peu partout, et on essaye d'organiser, de contrôler en convainquant les gens et en les manipulant, ou en les éduquant. C'est toujours des termes qui sont... Il y a une polysémie du concept, on pourrait dire. C'est assez compliqué parce qu'on ne veut pas forcément notre bien ou notre mal. Il y a un célèbre livre Alien qui est très connu qui s'appelle « Comment servir l'humain ». C'est un livre de cuisine. Oui, et on connaît la traduction qu'à la fin de l'histoire. Oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que cette dimension-là de contrôle social ou d'asservitude, et là, je pense encore à Bernays pour le coup, il partait du principe justement qu'il fallait aller dans la multiplication de l'accomplissement des désirs sur notamment l'inspiration freudienne, et sa solution, son intuition, et je pense que le temps lui a donné raison, en tout cas ça a été pratiqué, c'était la consommation. La consommation, susciter le désir, le satisfaire, puis le resatisfaire à nouveau, le frustrer un minimum pour recréer du désir, etc. Et à partir de là, ce qu'on voit justement sur Internet, ce qui s'est vraiment développé, qui existait bien avant Internet, c'est notamment à propos des modèles économiques qui sont eux-mêmes liés justement à cette société de consommation, et je pense principalement à la publicité, ce qui fait que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on revient, quand on a démarré la discussion avec l'intention, comment maintenir l'intention qui existait déjà à la télé avec les publicités et l'audimat. Donc là-dessus, c'est pas quelque chose qui est apparu avec Internet, mais c'est vrai que ça a été plaqué sur Internet, comme on le connaît aujourd'hui, et en cassant et en dépassant les bornes. Et quand on parle de contrôle social, la société de consommation, telle qu'elle a pu être pensée par des gens comme Bernays, telle qu'elle est étudiée aujourd'hui par des sociologues, etc., participe à ce contrôle social. Après, la question de savoir pour le meilleur, pour le pire, ça c'est une autre question, mais participe à ce contrôle social. Et je crois qu'Internet, Facebook en tout cas, je parle de Facebook principalement, et les modèles économiques, notamment la publicité et tout ce qui en découle, le représentent très bien. Alors, ça me fait penser à un cas que j'ai vu passer récemment, qui touche le jeu vidéo. C'est un brevet déposé par Activision, qui est un brevet sur des processus pour vendre des armes dans les FPS. Et l'idée du brevet est le suivant, c'est qu'en gros on identifie un joueur, on identifie ce qu'il aime jouer, par exemple il aime jouer les snipers, et donc on dit ce joueur on va essayer de lui vendre tel flingue. Et ce qu'on fait c'est qu'on va le mettre sur des serveurs avec d'autres joueurs qui ont acheté ce flingue là, en mettant en face des joueurs moins bons. Et donc la cible de la vente va voir ce joueur avec ce super flingue faire un carton. Et donc du coup on va susciter chez lui la frustration de dire moi j'y arrive pas, mais si j'avais le super flingue, l'autre il y arrive, donc si j'avais le super flingue j'y arriverais super bien. Et on peut imaginer un raffinement infini de ce truc là en disant le joueur, on peut lui mettre pendant tout ce temps là que des joueurs plus difficiles ou qui jouent bien contre les snipers pour qu'ils se prennent des tollés tout le temps, et régulièrement on lui met des joueurs qui ont le super sniper, et donc le joueur il prend des vagues de frustration dans les dents parce qu'il perd, et il voit que tous les snipers qui ont le super flingue, ils gagnent. Donc il finit par l'acheter, et quand il achète, on lui met des mauvais joueurs en face de lui, et donc il est marave, et là il se dit, j'ai bien fait d'acheter le flingue. Et donc là, on est dans une fiction totale. C'est atroce comme mécanique. D'accord, mais ça dure combien de temps? Parce que la durée de vie d'un JV, on n'est plus du temps de mou. Donc en fait, ils ont combien de temps pour vendre leur flingue là, les mecs? Ah oui, mais non, Parce mais ça c'est infini. Oui, c'est infini. attends. Après, ils vont faire un nouveau flingue version 2, version 3, c'est infini.
Oui, mais sur les serveurs, après, quand il n'y a plus personne, ils les ferment, les serveurs. Ah non, mais non, il faut qu'il y ait des gens qui reviennent. Voilà. Et à chaque fois, ils vont revendre le niveau 2, le niveau 3, Oui. la petite addition pour faire en sorte qu'avec cette munition, attention, ça va vraiment Un t'améliorer. blockbuster de C'est- FPS, ça a quand même une durée de vie de plusieurs années. Hein. Avec, où les serveurs ils tournent, et puis après ils sortent le nouveau, et tous les fans ils rachètent le jeu, etc. Donc c'est quand même un truc qui a une certaine. Mais ça, c'est un dur. raffinement extrême, moi qui me laisse entendre qu'ils sont en train de chercher des zones de profit et d'amélioration, d'augmentation, de croissance qu'ils n'arrivent plus à avoir par d'autres moyens, parce que là, ça me paraît quand même très compliqué à mettre en place et à bien gérer. Ok, c'est une idée intéressante, hein, c'est un raffinement de je vais te frustrer et ensuite je vais te vendre l'outil qui va permettre d'être content et pendant quelques temps tu vas être heureux avec et ensuite je vais recréer de la frustration, hein, parce que c'est infini, hein, c'est un cycle. Mais ça me paraît tellement raffiné, tellement travaillé, tellement creusé que pour moi, j'y vois aussi le signe d'une fin de la société de consommation et je cherche ces signes. Hein, donc, et je vois que la société de consommation, elle est en train de creuser et pour se Ce perpétuer. serait pas un aboutissement de l'asservissement? Alors un aboutissement, il n'y en aura Ouais. jamais d'aboutissement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de se continuer dans la société de la consommation. Alors par ailleurs, je pense que la société de la consommation, on en voit le bout, et pour plein de raisons, notamment parce on ne peut plus la continuer d'un point de vue écologique, donc on en voit le bout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent compte, et des gens qui viennent au Geek Ferries qui se rendent compte qu'il y a des moyens de vivre de la culture, du partage, des événements, autrement que dans des cadres hyper contraints, hyper commerciaux, hyper structurés, où on va justement utiliser ces raffinements de je te fais plaisir, mais je te frustre, et je vais extraire de toi de l'argent. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte que ça ne fonctionne plus ou pas ou mal et qui en sortent petit à petit. Donc pour moi, on arrive à des limites, quoi. La société de consommation est limitée. Je crois qu'il y a un truc, c'est qu'à un moment, tu sais que on n'est pas capable d'être étanche 100% à ça. On est toujours un peu manipulable. Tout à fait. Donc à un moment, ok, un jour de déprime, ok, je l'achète le flingue. Parce que c'est ce jour de déprime. Le jeu, c'est ok, moi quand je déprime, je joue à ce jeu. Et donc du coup, on est encore plus vulnérable. Et en fait, le truc, c'est est-ce que c'est pas le fait de faire. Est-ce que la solution, en tout cas pour moi, c'est celle-là, c'est de ne pas faire obstacle à ça. Parce que je pense que je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai pas j'ai pas les moyens financiers. De plus, dès que je trouve une bonne formulation, elle va tout de suite être récupérée par quelqu'un qui va vendre quelque La chose société avec. de consommation récupère tout. Elle Voilà. récupère même les gens qui lui sont opposés. Voilà, c'est ça. Ah Donc, oui, du bah. coup, est-ce que le truc à faire, c'est justement, nous, tous, êtres humains, de nous transformer de manière à être étanche par rapport à ça et surfer sur des systèmes tout simples. Par exemple, je vais parler d'IKEA, qui a eu une politique commerciale qui est très très bonne, hein, d'attirer les gens, de vendre des meubles pas chers, etc. Voilà. D'être dans un circuit dans les magasins qui te force à passer par tous les rayons d'une Voilà, certaine mais manière. tout est très coucouné, etc. Pour trouver ton Moi- petit morceau de fromage. Voilà. Et moi, c'est vrai que pendant les années 80, quand ils sont apparus, je sais que ça a fait une véritable révolution, notamment sur les prix, sur le look, etc., qui étaient coincés. Et juste ce qui se passe maintenant, tout le monde va chez Ikea. Alors que quand tu es un peu malin, eh ben, tu vas aux encombrants de ta ville, tu prends les meubles que tu choisis sur catalogue. Je peux dire en fait à Montpellier, parce que c'est une ville très étudiante et moins mouillée que par ici, en fait c'est ça, tu regardes sur le catalogue, tu choisis et puis tu fais les trottoirs. Et voilà, et ça je trouve que c'est très très bon. Et je pense que c'est une bonne manière je pense même que c'est la seule manière de surfer sur ça, parce que je pense que à chaque fois, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui va arriver à jouer sur notre besoin, parce qu'il répond immédiatement à notre besoin, même s'il nous empoisonne pas. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Gull, qu'est-ce que tu en penses? Fin de la société de la consommation ou on est encore dedans et c'est infini? Bah, j'ai plutôt l'impression que la société de consommation est plastique, comme tu disais, elle récupère systématiquement. L'exemple du jeu vidéo m'a fait penser à une phrase que j'aime beaucoup citer parce qu'elle est d'actualité et pourtant elle a plus d'un siècle. C'est de Charles Gettring, qui était PDG pendant un moment de General Motors, qui disait que la clé de la prospérité économique, c'est la création d'une insatisfaction organisée.
c'est-à-dire de multiplier cette frustration et ce raffinement qui a été présenté par les armes. Donc, je ne pense pas que c'est la fin de la société de consommation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment ces abus, comment Internet peut permettre justement, le numérique peut permettre de montrer qu'on est arrivé à certaines limites, notamment par le bad buzz intelligent. Je pense notamment au bad buzz puisqu'on a eu des exemples très récents. Je prends l'exemple de Electronic Arts avec Battlefront 2, où en fait ça a eu des proportions telles que il y a un dossier en cours au niveau de l'Europe, je crois, sur les fameuses lootbox, où justement tout était fait pour frustrer le joueur, pour l'amener à donner de l'argent sur un système de lootbox qui, au niveau des caractéristiques de jeu, l'empêchait, sauf à jouer quasiment tout le temps en continu, d'arriver à un niveau. Eh bien, il y a eu un tel bad buzz sur Internet de la part des joueurs, de la part de certaines communautés, qu'au bout d'un moment, ça touche le portefeuille justement d'Electronic Arts, ça touche aussi la licence Star Wars, puisque Disney apparemment aurait contacté, et ça en vient à des projets de loi. Il y a une réflexion justement, quand on a quelque chose de ludique, quand on a des jeux vidéo, est-ce que les lootbox, forcément, c'est des jeux d'argent interdits aux moins de 18 ans ou pas, comment faire pour éviter ce genre de choses. Donc, je dirais que non, c'est pas la fin de la consommation, mais sur Internet, les communautés et certains bad buzz intelligents peuvent parfois faire un beau croche-pied à ce type de politique. Je pense notamment à la Xbox One qui a été complètement démolie. Si vous connaissez la petite histoire avec notamment, c'était Big Brother, la Xbox One, quand ça a été annoncé, il y avait Skynet qui filmait les gens en permanence, qui en plus de filmer les gens récoltait des données pour ensuite les revendre, des brevets qui avaient été déposés, notamment s'il y avait plus de, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais s'il y avait plus de 5 personnes à regarder un film, le Skynet le détectait et considérait que ce n'était plus un usage privé, donc l'intrusion quand même, que les personnes ne pouvaient plus revendre leur jeu, ça veut dire qu'en tant que tel, acheter un jeu signifie qu'on ne le possède pas, qu'on n'a pas la propriété et qu'on ne peut pas le revendre et le prêter. On l'a jamais vraiment possédé, hein. Ça a toujours été une licence, C'est vrai. mais bon, ça a toujours été un truc un peu compliqué. Il y a eu de la tolérance. Mais c'est toléré de revendre avec notamment le marché de l'occasion, etc. Et la bonne nouvelle là-dessus, c'est que on voit quand même qu'il est possible du côté des utilisateurs, de certaines communautés, des joueurs, d'activistes, de militants, tout de même de faire pression pour peut-être pas éviter que la tendance continue, mais au moins, et ça on le sait, au moins freiner la chose. Et ça marche plutôt pas mal. Donc il y a cette réflexion aussi sur comment créer des contre-pouvoirs via justement le numérique, via Internet populaire, donc des contre-pouvoirs populaires, pour justement faire contrepoids et éviter ce type de démarche à la Big Brother, comme ils ont essayé de le faire du côté de Microsoft, comme certaines sociétés de jeux essaient de le faire aussi au nom du fun, puisque je crois que c'est l'asservissement le pire. C'est non pas l'asservissement par la terreur, c'est l'asservissement par le fun. Quelqu'un qui est asservi, qui est complètement sous contrôle, dans une servitude volontaire, pour reprendre les termes de la Boétie, parce qu'il s'amuse, il n'y a pas pire. Parce que lui, ça va être très difficile pour lui d'en sortir. Ah, je suis d'accord, pour les geeks ferries, c'est ça qui se passe. On n'arrive pas à en sortir. Alors du coup, c'est quoi les conséquences de cet asservissement? Déjà, je veux quand même dire un truc, c'est que Battlefront, il se l'est bien pris dans la tête par les joueurs qui ont dit non, mais ça va pas. D'autre côté, ils sont allés tellement loin qu'ils sont en train de toucher, effectivement, comme tu disais, aux lois et aux réglementations concernant les jeux d'argent. Et bim, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas arriver à passer à un moment ou à un autre. Sur les consoles, il y a aussi toute cette question justement des jeux d'occasion, où on sait qu'ils ont dû faire marche arrière il y a quelques années quand ils ont sorti les nouvelles générations de consoles, mais tous les constructeurs étaient d'accord pour essayer de tuer le format physique. Et on ne sait pas si la prochaine génération, ils retenteront le coup, ou ils vont essayer de grignoter le truc. Et c'est aussi toujours cette inquiétude de se dire que la population, elle peut être très réactive à certains moments, mais souvent elle a la mémoire courte. Et donc en changeant les règles progressivement, si c'est pas passé la première fois,
on va y aller en douceur et on finira par passer de l'un à l'autre. Et c'est effectivement une Il y des a un truc inquiétudes. sur le JV, c'est que les DLC ont énormément tué le boulot des gros studios. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et à favoriser, à mon sens, pourquoi je ne suis pas du tout une spécialiste des JV, mais je bouge avec beaucoup de gens qui sont dans le milieu du jeu vidéo. Et du coup, c'est ce qui a aussi favorisé les jeux indés, parce que je crois que les joueurs, ils ont bien envie qu'on les fasse rêver. Ils n'ont pas envie qu'on les fasse rêver qu'à un moment on dise en fait, tu vaux plein de pognon, c'est cool, vas-y, donne. Et je pense que quand les gens voient la supercherie, ça marche moins bien déjà. Alors il y a une transformation, je pense, et qui est assez claire et qui n'est pas si nouvelle que ça. C'est une transformation de la vente de produits à la vente d'un service ou d'une souscription. Et je pense il y a Richard Stallman qui avait écrit un truc sur le droit de lire et qui expliquait que quand on achetait un livre, eh bien, on avait le droit de le lire une fois, deux fois, autant de fois qu'on voulait. Le livre, on pouvait le prêter, le faire tourner, le récupérer plus tard. Mais qu'aujourd'hui, on avait une évolution où ce droit de lire était en train de changer. Quand on le lisait une fois, on payait. On le relisait une deuxième fois, on allait repayer. Si on le prêtait, on payait aussi quelque chose. Si la personne voulait nous le rendre, on allait repayer. Et c'était un droit de lire qui était en train de se mettre en place. Et ça, c'était les années 80. Oui, c'est pas exactement ça. En fait, il avait écrit ce texte-là en voulant faire un parallèle entre la lecture et l'informatique. Et en disant le droit de lire, et il disait regardez ce qui se passe en informatique, si je vous le colle dans la lecture, ça va vous choquer. Oui, mais ça s'applique à la lecture maintenant. Sauf que c'est ça qui est drôle. 10-15 ans après, avec les librairies numériques et notamment la Kindle d'Amazon et les fichiers avec DRM, on est tombé là-dedans. Et ça marche aussi avec les jeux, ça marche aussi avec tous les produits qu'on achète. On n'achète plus le produit, on achète un droit d'usage et on va payer parfois à chaque fois qu'on utilise le truc ou sur une période. On va payer au mois ou à l'année une souscription. Et c'est un modèle qui est très apprécié des entreprises, qui est en train de se mettre en place. Tout à fait. Et où on n'a donc plus la propriété de la copie. Plus du tout. Voilà. Sur le Kindle, on a eu 2 affaires. La première est... c'est incroyable que ce soit le hasard. C'est qu'au moment où ils ont lancé la Kindle, ils ont vendu des bouquins, dont 1984. Et les ayants droit ont dit, en fait, on n'était pas d'accord avec la vente, pas à ce prix-là, etc. Et du coup, ils ont dit pas de problème. Et ils ont effacé les 1984 de tous les Kindle de leurs clients. Qu'ils considéraient avoir vendu par erreur. Voilà, et en leur donnant un bon d'achat. Et donc, c'était quand même assez faramineux que ce soit sur 1984 que l'effacement tombe. Ça fait un scandale monstrueux. Et ils ont dit, oups, pardon, on ne le refera plus, sauf si le gouvernement nous le demande. Ce qui n'est pas super engageant quand on a lu 1984. Et ils l'ont refait ponctuellement pour des individus. Et notamment, on a le cas en 2012 d'une femme qui n'aurait pas respecté les conditions d'utilisation et qui s'est fait sucrer tous ses bouquins. Et voilà, et ces livres, on n'a pas le droit de les donner, on n'a pas le droit de les revendre. Ils ne peuvent pas être dans notre héritage, donc en sortant, on passe sous un camion. À une autre époque, les bibliothèques avaient une grosse valeur. La Boétie avait transmis ses livres. Les grands philosophes transmettaient tous leurs livres entre eux parfois. Ça faisait partie des héritages. Et aujourd'hui, je crois que c'est même Bruce Willis qui s'était intéressé à cela, parce qu'il a une grosse audiothèque, on pourrait dire, beaucoup de musique. Et il s'était renseigné sur le fait de les transmettre à ses enfants, parce qu'il pensait à son héritage. Et a priori, ça avait l'air d'être très compliqué, parce que on ne possède pas les éléments de la culture que l'on utilise aujourd'hui, on ne fait que les consommer et rien d'autre. On n'a plus aucun autre droit dessous. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Parce qu'on a tous des idées. Alors, on pourrait repiocher sur ce qui nous amène ici en grande partie. Quelque chose qui a ses origines dans les années 60-70, c'est tout le monde du libre et d'Internet. Les deux ont des origines assez semblables. Ce sont les bababook cool des laboratoires, des grandes universités américaines, qui ont imaginé Internet d'un côté, les logiciels libres de l'autre. Et les deux ont réussi à se mettre en place conjointement. Je ne sais pas à quel point on pourrait dire que les deux sont nécessaires l'un à l'autre. Et aujourd'hui, on peut avoir une culture libre. Donc Wikipédia, par exemple, on peut transmettre une encyclopédie libre et tous en profiter, l'améliorer tous ensemble. Il n'y a pas une autorité centrale unique qui a le droit de vie et de mort sur ce que l'on va consulter et écrire. Mais au départ, le fait de partager ou le fait d'un logiciel libre, la question de savoir si un logiciel était libre ou pas se posait même pas. Un logiciel était libre, c'est tout. Par défaut. Voilà, c'est comme ça.
C'est dans la conception même, d'Internet, le partage est justement ce qui va donner à l'humanité le coup de boost dont elle a besoin pour résoudre des problèmes essentiels. On pourrait dire que Internet est dans cette lignée-là et Internet le permet. Voilà, tout à fait. Et Sauf pour que ajouter aussi les créations sur Internet. Prenons l'exemple de YouTube par exemple, où le créateur lui-même est complètement soumis à des règles qui changent systématiquement sur YouTube, etc. On parlait de l'exemple tout à l'heure de cette femme qui perdait sa bibliothèque. Un créateur, du jour au lendemain, peut perdre les vidéos qu'il a mises sur YouTube. Donc bien sûr, après, il peut les remettre en ligne ailleurs, mais qu'est-ce qu'il perd? Il perd tous les commentaires qu'il y a pu y avoir, toutes les conversations qu'il y a pu y avoir, la visibilité qu'il a pu gagner et obtenir et qui est très difficile, justement parce que il y a beaucoup de propositions sur Internet. Et je suis très intéressé notamment par, quand vous parliez de livres, sur les alternatives qu'il pourrait y avoir à YouTube. Ce que fait notamment Frama de son côté, où justement que les créateurs, lorsqu'ils puissent diffuser quelque chose, que là où ils diffusent, ça puisse être un minimum assuré, un minimum encadré selon des principes, des vrais, qui ne bougent pas, qui vont dans tous les sens, et qui ne sera pas supprimé pour des raisons, encore une fois, parce que des ayants droit, et on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, etc. Et c'est problématique. Et juste pour rebondir à qu'est-ce qu'on fait, je crois que la question qui se pose aussi derrière, il y a aussi une question sur le modèle économique. On arrive avec Internet nous oblige à reposer la question de l'économie, notamment de l'économie et de la culture. Parce que lorsqu'on plaque la société de consommation, consommer la culture avec les nouveaux outils d'Internet, on obtient les horreurs dont on vient de parler. Et je pense notamment au fait, par exemple, qu'un créateur mette à disposition ses œuvres gratuitement, ça arrive de plus en plus, et puisse permettre directement, sans qu'il y ait de médiateur, à ceux qui l'écoutent, de pouvoir faire des dons, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont très intéressantes de ce côté-là, et qui inversent un petit peu la logique de tu veux lire, tu veux entendre, tu veux écouter, tu payes. Maintenant, c'est l'inverse. C'est tu as lu, c'est accessible, tu peux, ou pas, aider le créateur. Et je trouve très intéressant de voir justement ces réflexions, et j'espère, parce que Internet l'impose, on va pousser la chose pour éviter les monstres qu'on est en train de créer actuellement. Alors, c'est très exactement ce que fait David Revoy qu'on a eu cet après-midi. Donc Carotte et Pepper, une super Pepper BD. Ah oui, c'est très joli, c'est vraiment sympa. Il a fait toute une démo dessus cet après-midi. Du logiciel libre, de la BD sous licence libre, et il se fait financer en financement participatif. Donc il dit, bon, vous voulez qu'un nouvel épisode sorte, mettez les sous sur la table, sur son compte, et une fois que l'épisode est sorti, il est sous licence libre, donc tout le monde peut se l'approprier. Il n'est pas avec un droit d'exclusivité dessus, et on lui a payé son travail, ce qui est totalement légitime et totalement normal. Et ensuite, cette œuvre appartient, elle est commune, il en reste l'auteur, mais elle appartient en quelque sorte à tout le monde. Donc il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire ça, et il y a des outils qui Alors qui la aident. clé de voûte de ce truc-là, parce que tout le problème qu'on a, mais qui est pas lié, mais qui était déjà avant Internet, c'est la question de la notoriété. C'est qu'on est... En fait, je pense que l'argent est une question secondaire par rapport à la notoriété. C'est-à-dire que si tu as la notoriété, tu arriveras d'une façon ou d'une autre à avoir l'argent. Alors, oui et non. C'est qu'il y a des systèmes de ratissage systématique, notamment YouTube est vachement intéressant là-dessus. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a qui arrivent à gagner de l'argent, donc il y a toujours un nouveau truc qui fait non mais en fait l'argent on va le garder. Voilà, donc c'est généralement à base de pub, et YouTube est très très doué. Mais il n'y a pas que YouTube, il y a la SACEM aussi qui est super doué. C'est terrible. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'avais fait une intervention dans une université avec des petits jeunes qui étaient en formation sur des trucs de com. Et je leur ai demandé de me signer parce qu'ils étaient tous plus ou moins créatifs. Et je leur dis, j'aurais passé un papier, je leur dis merci de me signer une cession de vos droits patrimoniaux sur vos œuvres. Et ils m'ont dit jamais de la vie. Et j'ai dit vous le faites pour Facebook et pour Google, pourquoi vous ne me feriez pas pour moi? Je suis sympa quoi. Donc pourquoi eux et pas moi? Et donc ils ont fait un peu la tête et ils m'ont dit ouais mais Facebook me permet
de me faire connaître. Donc en fait, ils vendent d'une certaine façon. Quand quelqu'un veut se faire connaître, il passe par un YouTube, un Facebook ou quoi, qui rémunère avec des droits de propriété pour le bénéfice de cette capacité à se faire connaître. C'est cette question de pouvoir éditorial qui est assez bordélique parce que c'est un bruit au-delà duquel il faut réussir à exister. Mais pour moi, c'est ça. Tu vois, David Revoy, il fait une BD géniale, il est très bon. Donc du coup, c'est de la très haute qualité, donc ça fait envie. Je pense qu'il a dû bosser gratos au début pour se faire connaître. Je ne connais pas l'historique de son développement, mais parce qu'il est très bon, il arrive à avoir, à avoir ça, quoi. Oui, mais derrière le financement participatif, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Alors par exemple, payer par PayPal, taxe. Ensuite, la plateforme de financement participatif qui la plupart du temps fournit à celui qui va recevoir l'argent une sorte de torchon avec lequel le comptable dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça vaut rien, j'ai pas les infos, et donc va ponctionner aussi là-dessus. Ensuite, l'État dit cet argent, c'est un revenu, je vais prendre ma partie. Vous êtes artiste, j'en prends 50%. Allez-y. Et voilà, etc. Et à la fin, il reste plus grand-chose. Alors après, tu peux prendre aussi des organismes justement comme YouTube, qui, si tu dépasses, tu es en dessous, ils font de l'argent sur ce que tu fais, sur pas grand-chose, mais si c'est en dessous un certain chiffre, ils ne te le donnent pas. Parce que c'est fatigue. Ils te le donneront plus tard, un jour. Hein. Peut-être, Voilà. tu sais, ils l'accumulent et puis un jour, tu iras leur demander gentiment et peut-être qu'ils te donneront le cumulé. La SACEM fait le même genre de choses, je crois. Oui, 50 ans après. Alors, la SACEM, si tu n'es pas inscrit, alors la SACEM récolte l'argent pour toi. Si tu n'es pas inscrit, tu ne le redonne pas. Et si tu es en dessous d'une certaine somme, non, franchement, ça, c'est pas la peine. Ça, si tu n'es pas inscrit, tu ne le redonnes pas. Mais il le ponctionne quand même. Voilà, c'est ça. Il y a Et il le eu garde pour l'affaire plus de tard, au Saint-Maclou, cas où. Voilà, avec la c'est ça. rémunération équitable. Ça fait super mal d'entendre ça. Je ne sais pas si tu connais l'affaire. En gros, il y a une boîte. Tu connais? Oui. Non. Je crois. Enfin, je Alors, vais essayer peut-être en de parler. les gens, ils Il connaissent pas, y a une entreprise belge qui s'est montée, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, et qui en gros a dit nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend des artistes qui ne sont pas à la SACEM, qui n'ont pas signé. C'était pas Jamendo ou... C'est Jamendo, ouais. Ah oui, Jamendo. Et on va mettre une licence pas tout à fait libre. Donc, c'est du NCND, ou NC, donc on a besoin de l'autorisation pour faire une activité commerciale. Et du coup, on va négocier, on va faire comme la SACEM, mais moins cher. Et en fait, il y a une disposition, c'est pas la SACEM directement, c'est une de ces multiples têtes, qui a dit ah ouais, mais attention, on a un principe de rémunération équitable, dont j'ai oublié à peu près tout le détail, mais qui dit même si tu n'es pas la SACEM, etc., comme il se pourrait que potentiellement un jour tu aies quelque chose qui tombe dans le système, on va quand même prendre de l'argent. Et donc Saint-Maclou, qui avait contractualisé avec Jamendo, a perdu. Et donc ils leur doivent 300 000 € pour avoir diffusé de la musique d'artistes qui ne sont pas à la SACEM. Et qui n'ont jamais voulu y être et qui ont très volontairement fait le choix d'un système alternatif. Voilà, donc c'est des systèmes Donc, qui ça sont veut dire quand même... on a une dimension politique importante, manifestement. Voilà, et moi... Oui, même pour déclarer ses impôts, enfin moi ça a été la galère depuis que lorsqu'on veut déclarer des dons participatifs, qu'on n'est pas entrepreneur, etc., ils comprennent pas. Moi, j'ai été face à un agent, il me dit bon, mais votre activité, c'est quoi la contrepartie? J'ai dit il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est quoi? C'est des dons. Et il y a, je crois aussi, enfin je crois, non, ils le disent eux-mêmes, il y a un vide. Ils savent pas encore vraiment comment faire. Et donc, ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont dire à certains, voici ce qu'on vous réclame. À d'autres, ils vont rien dire. Puis au bout de 3 ans, ils vont réclamer, etc. Il y a vraiment un retard monumental sur ces différentes alternatives, avec parfois des gens qui se prennent des rappels. Vous nous devez tant, ou vous auriez dû déclarer ceci et cela. Mais le fait est que personne ne sait véritablement comment faire. Sur Internet, aujourd'hui, quand on veut être dans la loi, quand on veut être dans la règle, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai été déclaré mes impôts. J'ai voulu déclarer proprement la somme, et je me suis retrouvé face à des gens qui ne savaient pas et qui obligent à chercher un entre-deux le plus légal possible, mais pas totalement légal.
en espérant que dans 4 ans, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne nous dire bon ben, on te tape dessus parce que t'as pas fait les choses en règle et on te prend de l'argent. Après, c'est un phénomène Et, assez récent et donc de fait, effectivement, fiscalement, il y a un trou. Enfin, Ah oui. Il y a une méconnaissance en tout cas. voilà. Mais en tout cas, il y en a qui sont bien penchés sur la question et en attendant que ça légifère, je peux vous dire pour l'avoir fait qu'un crowdfunding, il reste que ça. Ah bon. Ah bah ça, j'oubliais aussi la poste. Moi, ce qui m'embête dans les évolutions actuelles, c'est toutes ces institutions qui se posent comme gardiens du temple, qui sont des portes d'entrée, des passages obligés, qui vont centraliser tout, et tous ces nœuds, donc les GAFAM notamment, mais la SACEM en fait partie, tous ces nœuds sont très énervants parce qu'ils acquièrent et ils accumulent, donc ils obtiennent un pouvoir incroyable avec le temps, et on leur donne ce pouvoir, parce que c'est souvent un pouvoir dont on est tous complices, et il y a encore d'autres institutions qui, elles, ont obtenu ce pouvoir en se raccrochant à des lois, des règlements, donc à l'État, à la force de l'État, donc la SACEM en fait partie, mais on voit bien qu'il y a une évolution de ces institutions historiquement liées à la loi et protégées à des institutions qui sont plutôt des organismes privés, mais qui obtiennent des pouvoirs démesurés. Les Google et les Facebook, c'est des pouvoirs juste démesurés. Ils ont construit eux-mêmes, on leur a pas. Alors qu'ils ont construit, alors ils ont été aidés, parce que par exemple, il n'y a pas de TVA sur Internet aux États-Unis, c'est une aide d'une manière ou d'une autre, et c'est une aide considérable. Et donc on les a favorisés, on leur donne des moyens de recherche, on pousse par exemple à l'immigration. On va aux États-Unis, ils vont faire venir les talents du monde entier, ils vont les concentrer et ils vont en obtenir des entreprises parfois innovantes, mais souvent qui ont juste des nouvelles manières d'organiser les choses. Ça nous amène à la question de nos téléphones portables et à Google Land, qui en termes d'asservissement est quand même un sujet très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont extrêmement pratiques avec un téléphone portable branché sur Google, mais ce qui veut dire que pour pouvoir en bénéficier, il faut vendre sa vie à Google. Donc, accepter de rentrer dans un système. Alors, vendre sa vie, justement, qu'est-ce que ça veut dire vendre sa vie? C'est vendre les informations, parce que ça Alors, va. voilà. C'est vrai que le mot lui-même est trop fort. Est-ce qu'on ne peut pas... C'est comme esclave, on n'est pas des esclaves. Parce que c'est vraiment trop fort. Non, mais en fait, ce que je pense, et je ne suis pas la seule, tu peux l'éteindre, s'il te plaît? Non, c'est le mien. Attention. Ah, désolé. Excusez-moi, les gens. Alors, à propos de vendre, tu vas nous dire qui c'est qui veut acheter? C'est Google qui appelle pour dire faut arrêter vos conneries. Ah non, c'est très utile, j'ai un médicament à prendre à heure fixe. Donc Bon. voilà, c'est l'anti-truc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup à donner à manger à Google, par exemple, ou à Facebook, ou à Twitter, Et à produire, des on donne choses- à manger des choses de notre esprit. des choses fausses. Oui, on peut créer de la fausse information et espérer Et qu'on va alors, peut-être casser le système. Alors, pas forcément de la fausse information, mais de l'information neutre. Tu peux inonder Twitter de « j'ai bu un café Ah oui, mais ça c'est du bruit, mais à la limite, Mais tu ces es- sociétés s'en oui, mais- abreuvent. ». Mais tu te Elles fonds... aiment le bruit. Non, mais le truc, c'est l'exploitation des métadonnées, Oui. savoir quand tu t'es connecté, depuis quel équipement, avec qui tu as discuté, en soi, c'est déjà une information. Ah ben, je suis connectée en permanence. Voilà. Donc ton téléphone, Il y a pas de souci. Oui, potentiellement, peut retracer Non, il n'est l'ensemble pas de tes traçable. déplacements. Parce qu'il y a des gens Bien. qui font des logiciels. Et donc, alors évidemment, j'ai des notifs en permanence vos données sont protégées. Nous vous informons que nous avons protégé vos données. Mon téléphone envoie des fausses informations. Quand j'installe une application, il envoie l'application et ils sont certains d'avoir reçu toutes mes infos. En fait, ils n'ont reçu rien du tout. Ou ils ont reçu du poète ou autre chose. Mais voilà, il y a des moyens de se défendre. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas envie. Je préfère qu'on travaille à berner tout ça, à prendre aussi en compte le fait qu'on ne peut pas observer tout le monde. On voit bien comment le gouvernement chinois On arrive. peut observer, mais pas utiliser ces informations. On ne peut pas contrôler tout le monde parce qu'il faut une personne pour une personne, grosso modo. Donc il y a des pièges de masse. Je préfère faire tomber ces gens-là dans des pièges de masse où ils s'engluent. Plutôt que de me priver de certaines choses. Mais c'est vrai que c'est un travail de tout le temps. Je suis sur Internet depuis 1999 et il y a des tonnes de choses que je n'ai jamais dites et que les choses que j'ai données, parce qu'en plus j'écris, donc les choses que j'ai données à lire, etc., en aucun cas ne permettent de décrire qui je suis
J'ai même un prénom et un nom qui sont des prénoms et noms qui sont utilisés partout dans le monde. Dans le monde, c'est commun, c'est très commun. On peut Je parler me à fonds dans l'infini la masse, mais je là-dessus. suis pas la seule. Ouais. Je suis pas la seule. Peut-être redemander, on a Ouais. encore un peu le temps. Alors, il semblerait qu'on a énormément de temps, mais il va peut-être falloir qu'on se mette On a tout une le temps qu'on limite veut. quand Mais même. pour le coup, ça peut être intéressant de savoir ce que Gull fait, lui, pour se Ouais. libérer. Que fais-tu, Gull, pour te libérer? Qu'est-ce que je fais pour me libérer? Oula. Alors, des petites choses toutes simples, hein, toutes bêtes, et là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Déjà, toujours avoir différentes adresses mail, dont une boîte mail poubelle. Je pense que vous en avez tous, parce que parfois, quand on doit mettre un mail pour souscrire à telle machin chose, on n'a pas forcément envie de recevoir les pubs, on n'a pas non plus envie que son mail professionnel, par exemple, soit lié. Alors, Donc, il existe des services pour avoir des mails jetables. Ouais, hein, ce il que faut j'allais chercher dire. Yopmail et autres. Oui, alors, Ça peut être en fait, intéressant. oui, mais c'est limité parce que parfois il faut recevoir, on peut souscrire, vouloir recevoir deux ou trois petits mails Ah oui. de temps en temps, et les mails jetables ne le permettent pas. On peut avoir un mail jetable, par exemple, ne serait-ce que pour activer. Alors, Pour activer ça son peut- compte, voilà, ça c'est pas un peut problème. marcher. Ça peut marcher, mais Ça c'est marche. temporaire, effectivement. Mais de moins en moins, puisque j'ai remarqué que de plus en plus sur Internet, pour souscrire, ils ont repéré ce type de mail Ah jetable, oui. ils les acceptent de Oui. moins en moins. Ils sont Donc, adaptés mais un bon, peu. après. Donc il y a ça. D'autre part, il y a Là, le on a plus de VPN. son. Ah. Attends. Allô. Oui, c'est revenu, je crois. Je pense que C'est c'est tourné Euh, la tête Ouais, et ton on- micro, il a du mal à suivre. Ah oui. D'accord. Je parlais de VPN, notamment. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui. c'est bon. Oui. Donc de VPN qui est toujours intéressant. Alors là, pour le coup, c'est pas tant pour masquer cette trace, entre guillemets. De toute façon, le VPN n'est pas fiable à 100% non plus. Faut pas croire. Mais j'aime bien utiliser le VPN puisqu'on peut notamment avoir accès à des services dans d'autres régions du monde. Et ça, c'est très agréable parce qu'on n'a pas parlé non plus du fait que on parlait d'Internet planétaire. Très bien. Sauf que à partir de son adresse IP, de sa localisation, on n'a pas accès à certaines données, comme par exemple des replays de la BBC, par exemple en Angleterre, outre-Manche. Par contre, un VPN vous permet de changer vos adresses IP pour avoir une IP conforme à l'Angleterre, et là vous pouvez aller dessus. Donc tout ça pour dire que il s'agit pas tant d'éviter de collecte d'informations, ça c'est une chose, mais c'est surtout que ça ouvre des possibilités et ça ouvre pour l'individu d'accéder à de nouvelles données. Il faut le voir aussi comme ça. Et le VPN, par exemple, franchement, prenons un exemple tout simple. Donc j'ai pris l'exemple de la BBC. Moi, j'aime bien aller regarder de temps en temps Doctor Who en direct sur quand c'est diffusé, mais vous pouvez pas le faire avec votre adresse française. Ça, c'est pas possible. De la même manière, pour ceux qui ont Netflix, par exemple, Netflix, en fait, compartimente, est obligé. C'est pas Netflix qui le veut, en fait. Il y a différents, c'est un système de licence, par exemple. Si en France, Canal+ a acheté les droits sur telle série, ça a été le cas pendant un moment pour House of Cards, c'est plus le cas maintenant. Ils n'ont pas droit, Netflix, de diffuser alors que c'est Netflix qui produit la série. Enfin, c'est des questions de droit, etc. Et donc, en fait, un VPN vous permet d'avoir accès à tout ce que Netflix peut diffuser partout dans le monde sans aucune limitation, sans problème. Donc voilà, donc VPN, adresse poubelle, bien regarder. Là, en fait, tu contournes des problèmes techniques de la vie de tous les jours. Ouais. Tu augmentes les fonctionnalités auxquelles tu as accès. C'est ça, parce qu'il y a un gain de fonctionnalité. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler, puisque sur Internet, c'est aussi combattre cette asservitude. C'est une véritable libération et ça peut permettre d'accéder à d'autres régions du monde, comme par exemple pour ce qui a été cité. Et il y a cet effet positif aussi qu'on essaie de bien mettre en avant, parce que beaucoup de gens entendent, oui, vous n'êtes pas un peu parano au final, vous parlez des données, des informations, etc. Vous essayez de vous masquer, vous avez quelque chose à vous reprocher, donc c'est les vieux débats. Mais non, c'est être libre. C'est être libre justement de pouvoir maîtriser ses données personnelles, de pouvoir envoyer ce qu'on veut, et surtout de pouvoir, si on le souhaite, ne pas forcément être limité à sa région, ce qui est un paradoxe monumental à l'époque d'Internet. Alors, je voudrais que Manu nous raconte l'anecdote de ton repas
de ton assaut de danse. Alors, il est vrai qu'il y a des Parce effets que sur tu la vie disais sur cette question de la vie privée, des trucs qu'on a cachés, et de la pas, surveillance. mais pas nécessairement. Voilà, je discutais, une grande discussion avec des amis d'un cours de danse, et on discutait de la vie de Gandhi. Et la vie de Gandhi, pour montrer un peu ma science, je voulais dire qu'il y avait des choses un peu choquantes, y compris dans les grands hommes, et je leur fais remarquer, mais si, il avait des petits soucis avec des gens un peu jeunes, avec des enfants. Comment ça Mais t'es sûr? Mais non. Et moi, je rétorque, ah oui, peut-être que je me trompe, parce qu'on ne sait jamais, hein, je peux avoir mélangé des choses, et puis Gandhi pédophile quand même. Puis je dis, attendez, je vais faire une recherche sur Internet. Et là, ils me regardent tous, qu'est-ce que tu vas faire comme recherche? Gandhi pédophile. Et ils m'ont tous quasiment empêché de faire la recherche en mode, attention, on va voir les flics débarquer, si tu fais ce genre de recherche, ça va rester accroché à toi. Donc je l'ai fait quand même et j'ai vu de quoi y retourner. Allez jeter un œil, c'est toujours intéressant. Mais il y avait ce côté où on se limite nous-mêmes dans ce que l'on fait sur Internet parce qu'on sait qu'on est surveillé. C'est un bel exemple d'asservissement, je trouve. Alors, en tout cas de limitation, parce qu'il y a toujours des choses à discuter là-dessus, c'est quand même pas l'asservissement au sens des esclaves de oui, mais l'Antiquité, c'est quand même un où truc on pouvait vendre tes enfants et on pouvait te tuer éventuellement dans certaines conditions. On pouvait abuser de ton corps, on n'en est pas là. C'est un asservissement au sens mécanique. Ouais, mais avant la bibliothèque municipale, tu trouvais pas de bouquins sur Gandhi pédophile. Alors on ne doit pas les trouver encore aujourd'hui, mais on doit pouvoir savoir en tout cas que la vie de Gandhi n'est pas aussi limpide et claire qu'on pouvait l'espérer. Il n'y avait pas de souci à chercher la fiche Gandhi pédophile, même si tu la trouvais pas, disons. Alors, il y a un truc quand même aussi qu'on voit, c'est que justement à propos de mythologie et de storytelling, notre société a fabriqué des icônes qui remplissent tout. Alors la case parfait, 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 parfait. Et puis, le problème avec Internet et l'information qui circule, donc justement, il y a eu... ça a beaucoup parlé aussi ces derniers temps de la vie de grands artistes. Depuis 20 ans, tu veux dire, hein, ouais, depuis non, le mais Loft, là, les réseaux sociaux sont un petit peu bougés là-dessus. Et ouais, non mais alors là, tout le monde me dit, on va être obligé de le voir. Oui. Et qu'est-ce qu'on en pense? Voilà, c'est aussi le fait que des choses soient plus visibles. Alors, est-ce que tu es le seul à faire ce genre de recherche? La réponse est non. Et la réponse est que ce besoin d'information que tu peux coupler aussi au côté morbide ou malsain de l'être humain à certains moments, mais ça, ce côté-là, on s'en fout. Ce que je sais, c'est que tu vas avoir le cœur net, tu vas aller chercher ton info. Après, il faut savoir aller la chercher, c'est encore un autre sujet. Mais je ne sais pas si vous avez essayé de faire une recherche parce que vous n'avez pas un tout vide pour renseigner sur ce qui est en train de se passer sur votre corps à ce moment-là. C'est juste impossible. C'est impossible, tu as trop de grippe, tu as un truc bizarre, vraiment c'est pas supportable, tu n'as pas de réponse et tu essayes d'aller sur le net, tu peux juste pas tellement, il y a de l'information fausse et tu fais, quel que soit le moteur, tu fais 200 pages en arrière, tu trouves pas ton information. Est-ce que c'est du bruit ou est-ce que c'est pire que du bruit quand mais c'est de c'est tout, faux? là c'est de tout, tu as même les gens qui s'amusent, t'as tout. Oui, qui vont répondre, attention, Ah, c'est un lupus. Voilà. Sur la santé, il faut pas faire des recherches sur sa santé personnelle sur Internet. Ou alors il faut y aller doucement et de manière méthodique, sinon on termine par avoir une information qui nous dit qu'on va mourir dans les prochaines heures. Ouais. Mais c'est incroyable, hein. Je pense que n'importe qui, sans être hypocondriaque, si on lui disait t'as un truc bizarre là et tout, ton rendez-vous chez le médecin, chez le spécialiste c'est dans une semaine, allez je m'en sais sur Internet, hein. Et en plus on commence à le faire pour se rassurer. Non, ça franchement c'est le truc à pas faire. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ou alors il faut avoir du recul et il faut se rendre compte qu'effectivement on va avoir un cancer tout de suite, quoi. Un cancer du voilà. rhume. Il y a quelque chose qui me semble, dans l'anecdote de Manu, je l'aime bien parce que, alors on régit pas tous pareil, on n'a pas tous, on a cette idée qu'on peut effectivement faire des recherches sur la pédophilie sans risque, mais pour moi il y a quand même une question de pouvoir de la normalité et de dictature de la normalité qui peut se mettre en place et qui peut être une forme d'asservissement. Dans le sens où ces gens ont cette réaction de dire il ne faut surtout pas chercher ces trucs-là parce que ça pourrait être reproché. Ils sont clairement à côté de la plaque, on n'est pas dans cette situation-là. Le simple fait qu'ils le pensent va devenir en soi quelque chose de normatif. De la même façon que dans Facebook, ce genre de choses, l'interdiction totale du téton féminin, je veux dire, devient quelque chose qui est problématique.
J'ai souvenir d'une photographe amateur qui, alors, je ne sais plus sur quel machin de partage de photos, avait mis une photo de sa gamine de 2 ans qui soulevait sa robe pour regarder son bidon. Et ça baillait un petit peu là et on voyait le téton de la gamine. La photo a été censurée. Et comme la femme a pensé qu'il y avait eu un problème, elle a remis la photo, on lui a dégagé son compte. Du coup, on arrive dans un monde où le fait de montrer un téton de gamine de 2 ans devient problématique. Non pas parce que c'est érotique, mais parce que dans une espèce de système pervers inversé, c'est érotisable, donc il ne faut pas, etc. etc. Ah oui, mais c'est pas Internet qui rend les choses érotisables, c'est juste qu'on a le Oui. nez dessus, c'est tout. Mais Et ce que je veux dire, c'est que- les stats sur la pédophilie, elles sont horribles. Elles sont juste horribles. Mais ce que je Et veux dire, c'est qu'il y a une reconnaissance du truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre exemple qui m'avait frappé, c'est il y a quelques années, quand il y a un taré qui avait fait un massacre dans un cinéma déguisé en Joker. La presse avait titré ouais, c'était un asocial, il n'avait même pas Facebook. Et j'ai relu après des articles écrits par des psychologues et qui avaient dit ouais, ne pas avoir Facebook, c'est quand même un signe de ne pas être socialement super intégré, c'est pas tout à fait normal. Et moi, ce qui m'inquiète, alors pas pour moi parce que je suis trop vieux, mais pour mes nièces notamment, c'est de dire que tu as toujours le choix de ne pas être dans le système, mais que si tu n'es pas dans le système à l'avenir, ce sera potentiellement une étiquette que tu auras sur le dos. C'est-à-dire, on dira, ah, tu n'es pas là et là, tu n'es pas Ça peut être étiqueté reproché. sur Facebook, Mais etc. comme de ne pas être à l'école municipale, comme de ne pas être Oui, et ça va être des étiquettes vacciné, et tu qui peux du coup peuvent te coûter cher. Il y a ce Bien sûr. brevet de Facebook sur les liens avec les banques, où ils veulent vendre, ils ont fait ces trucs-là, des services aux banques, en disant tu vas voir ta banque pour avoir un crédit. La banque va voir Facebook en disant un tel veut avoir un crédit. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Facebook va voir tous tes amis sur Facebook et va dire bah, ses amis, il va interroger les banques qui ont les banques de ces gens-là et va dire bah, un tel a un réseau de relations de gens qui sont des bons payeurs ou des gens qui sont des mauvais payeurs. Et donc déjà, un, tu es tributaire des gens que tu fréquentes. Et deux, si tu dis bah je peux pas vous donner mes amis sur Facebook, j'y suis pas. La banque elle va dire ah bah c'est un risque. Donc je vais peut-être pas lui prêter, ou alors je vais lui prêter cher. Et pour moi, cette question de l'asservissement, elle passe par ces choses-là, qui est que tu as tout un système de normalisation qui fait que tu auras potentiellement, et je pense toujours la liberté de ne pas rentrer dedans, mais que cette liberté de ne pas rentrer dedans va te coûter extrêmement cher, et qu'au final tu seras enfermé dans ton petit précaré de liberté, qui sera finalement plus tellement la liberté. C'est pour ça que quand tu disais que pour toi c'était important d'essayer de péter le système de l'intérieur, je suis d'accord avec ça. je pense qu'on n'a pas, on n'a pas tout à fait le choix en fait. C'est clair que ma vie a été un échec avec les boulangers. Donc je me suis dit peut-être sur Internet j'ai mes chances, mais c'est clair que de toute façon Internet permet à des tas de gens qui sont justement exclus d'un système local extrêmement normé, tellement normé que ça va au coiffeur qu'il faut prendre, que de toute façon, moi j'ai la prétention de penser que je suis assez intelligente pour aller à leur rencontre, d'abord de ne pas être toujours passive, déjà me poser toujours la question, aller à la rencontre de gens qui se posent la même question et de voir comment on peut ruser le machin. Et il y en a plein. D'abord, il y a aussi tout simplement faire confiance à l'humain. Mais pour que l'humain puisse se faire confiance, il faut qu'il soit un peu heureux. Et qu'on ne lui dise pas tout le temps, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Tout le temps, même quand tu es malade, c'est de ta faute. Et du coup, si l'humain n'est pas tout le temps dans un système de culpabilité permanente et d'isolement permanente, on isole tout le temps les humains des gens qui pourraient leur apporter. Par exemple, moi je suis dans un milieu où les gens sont forcément souvent plus jeunes que moi. Et l'a priori, par rapport... Les gens se classent par âge, c'est terrible, quoi. Comme à l'école, on a gardé des Exactement. habitudes de l'école. Et à quoi ça sert ce clivage? Donc les geeks ferries, tout le monde le sait, on le fait en famille, principalement de l'entente entre Yel, mon fils, et moi, parce qu'on fonctionne de la même manière quand on se met en mode boulot. Et là, mais c'est un truc mais incroyable. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire? Parce qu'on n'a pas le même âge. Comment ça, tu fais encore toujours des trucs avec ton fils ou avec ta mère? Et où est le problème? Moi, ce que je vois, c'est que c'est vachement intéressant d'isoler les gens. Comme ça, quand ils ont besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter. Ils vont payer. Ils vont faire ce qu'on leur dit.
Alors que quand les gens ils sont en commun, ils commencent à se poser des questions. Ben moi, je vais plus aller vers les gens qui se posent des réflexions. Je suis pas forcément qui se posent des questions. Je suis pas forcément obligée d'adhérer à leurs réflexions. Mais moi, je suis curieuse. Et du coup, ça permet aussi de se noyer dans la masse. Donc, ta recherche par rapport à Gandhi, eh ben, tu as raison, parce que tout le monde l'a fait. Tout le monde veut savoir, en fait, les processus des grands mythes qu'on nous a donnés à manger sans qu'on ait d'interaction avec. On nous a donné une histoire, une légende, et voilà. Et puis après, il va falloir que le monde apprenne aussi à vivre avec la légende malgré. Qu'est-ce qu'on pardonne? Qu'est-ce qu'on pardonne pas? Ce qui est intéressant, on est tous humains. Gul, est-ce que tu as une réaction là-dessus? Oui, alors juste une petite référence que vous connaissez peut-être, une excellente série qui s'appelle Black Mirror. Et c'est la saison 4, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez, qui met en scène... Est-ce que tu peux redonner le nom de la série parce que c'était un peu haché de notre côté? Black Mirror. Black Mirror, ils viennent de sortir une deuxième série là, récemment. Ouais, c'est récente, mais je pense à la saison précédente. Ça m'a fait beaucoup penser à ce que vous disiez, notamment sur le fait que on vient soi-même à se censurer, à devenir son propre gendarme, justement, soit pour avoir une bonne image sur les réseaux sociaux, soit pour éviter pour la recherche de la pédophilie. Donc c'est un épisode, je raconte très rapidement, où c'est Facebook, mais en fait, ce qui va faire que la personne a accès à tel ou tel service, peut acheter une maison, etc., ça va être justement son nombre de followers ou son nombre de j'aime, je ne sais plus comment ça fonctionne, qui va lui permettre d'acheter telle maison, qui va lui permettre d'avoir accès à tel service. Et on a des classes sociales qui sont élaborées selon justement le nombre de j'aime, le nombre d'adhésions de telle personne, et qui vont, pour rebondir à ce que tu disais, se normaliser tout en pensant s'amuser. Donc c'est une sorte de dictature du fun sans qu'il y ait de dictateur en quelque sorte, avec donc cette série de j'aime. Et voilà, si vous n'avez pas vu cet épisode qui est pour le coup de la belle SF, un beau miroir de notre monde. Et ça m'a fait penser aussi à autre chose, c'est un peu moins dans le numérique, mais c'est parce que c'est une problématique qui dépasse le numérique. Vous avez dû entendre parler notamment de la réédition de Mein Kampf. Est-ce qu'on publie ou pas Mein Kampf? Est-ce qu'on essaye au contraire de supprimer Mein Kampf pour le rendre inaccessible? Et là, pour le coup, je trouve ça extrêmement dangereux, puisque à titre personnel, je n'ai pas lu un Mein Kampf, hein, mais j'envisage la possibilité, pourquoi pas, notamment pour les questions que je me pose, de le lire, pour comprendre, comme les recherches que vous avez effectuées, etc. Et j'ai l'impression que c'est le même débat qu'on a aujourd'hui, notamment parfois sur Internet, pour certaines formes de censure, etc. Il y a un moment, on doit être capable de pouvoir taper Daesh, de faire des recherches sur Internet, éventuellement, parce que ça foisonne de propagande de Daesh parfois, de pouvoir aller voir cette propagande-là pour des raisons universitaires, de recherche, etc., sans être inquiété. Ou par curiosité. Par curiosité, tu as le droit de faire des recherches. Non, mais pour attends, toi. il y a un truc. Attends. L'info, les médias, nous, on parle tout le temps d'ISIS, de Daesh, d'ISIS, de Daesh. Qu'est-ce que font les gens? Ils vont se renseigner. Alors dire qu'on est pisté dès qu'on va aller voir ça, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors évidemment, si on cumule ça, plus ça, plus ça, plus ça, peut-être il y a des circuits, effectivement. Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est de la désinformation de penser qu'une personne qui va aller regarder sur Daesh, elle va se faire pister. Je n'y crois pas une seconde. Parce que les gens, ils regardent ce qu'on leur dit de regarder. Et ça crée un effet de réactance. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire n'allez pas voir cette information. Vous êtes sûr que cette information va faire le buzz, qu'elle va être regardée. Ça va faire exactement l'effet inverse. Donc là-dessus, non seulement entre cette autocensure qu'on peut se faire, entre le débat complètement stérile qu'il peut y avoir et qui finalement engendre encore plus de désir, on revient au désir, de désir d'information et de désir d'information qui peuvent être fausses, puisque les fake news reposent là-dessus. Combattre les fake news par certains moyens fait qu'on désire voir cette news la propage encore davantage. Et c'est pour ça que le débat sur les fake news aujourd'hui, enfin sur Internet, c'est extrêmement dommageable, puisque oui, il y a des fausses informations. Comment on fait pour éviter
de nouvelles formes de propagande qui peuvent venir d'on ne sait où, mais comment on fait aussi pour éviter justement de remettre à un système élitiste où seuls des journalistes ou des gens aptes auraient droit de nous présenter les informations, de nous choisir les informations, etc. Donc on a ces deux excès-là, soit on est d'un côté, soit on est dans un autre, et il y a le entre-deux. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre cette leçon. Alors, c'est des complexités, je pense que c'est nos autorités qui doivent se battre avec, entre la liberté de se renseigner, la liberté de parler, mais aussi le fait qu'il y a des gens qui vont se radicaliser. Les autoradicalisés d'Internet font très peur à la société civile, font très peur aux autorités. Elles essayent d'automatiser le combat contre voilà, les idées qui vont se répandre et qui sont des mauvaises idées, les fake news, mais voilà, la radicalisation islamique, ça pourrait être d'autres, hein, ça pourrait être l'extrême droite qui va propager ses thèses et qui va générer des gens... Les tenants de la loi du marché. Là, pourquoi pas, mais ils ont tendance à moins sortir leur fusil, heureusement. Ils n'ont pas besoin, ils ont de meilleures méthodes. Ils n'ont pas besoin, mais pour le coup, ça peut être plus pratique quand même. Et donc, il y a quand même la société civile, les autorités qui réagissent en croyant qu'il faut réagir peut-être à outrance, et ils veulent contrôler effectivement ce que l'on pense, éviter qu'il y ait les gens qui aillent dans des ornières, et d'un certain côté, je comprends et je partage. J'ai pas envie que les gens tombent dans l'islamisme radical. Personnellement, j'ai pas envie qu'ils tombent dans les religions tout court. C'est mon petit truc. Et donc, comment on fait en sorte qu'on ait de la liberté d'aller sur Internet, de la liberté de se renseigner, de la liberté de propager soi-même les idées que l'on défend, mais en même temps éviter que des gens se radicalisent, deviennent des fous, se suicident, parce qu'il y a des vagues de suicides. Les vagues de suicides, c'est lié à des informations et à des idées qui transitent, et ces idées-là, il faut essayer de les combattre à un moment donné. Oui, Luc me regarde. Je vois pas où tu veux en venir, c'est pour ça que je fronce le sourcil. Le contrôle a une utilité. D'accord. Et le contrôle, on sera tous d'accord là-dessus à un moment donné, ça peut s'appeler une éducation, ça peut s'appeler de la propagande, mais on va aussi vouloir mettre en place des formes de contrôle. Alors, mais souvent, ça va être la forme de contrôle, par exemple pour Mein Kampf, qui a été décidé par le Land de Bayern, parce que finalement, ils ont décidé de publier Mein Kampf, c'est de le publier avec des annotations très nombreuses, très travaillées, et qui soient les meilleures annotations et la meilleure critique imaginable. Ils ont fait un travail considérable, et ils ont dit, voilà, on sait qu'on ne pourra pas contrôler Mein Kampf, parce que l'écrit lui-même il a une force historique, mais on va essayer de l'associer avec des contre-idées, d'allumer les contre-feux. Et je pense que c'est ça qu'on doit essayer de faire, c'est non pas de bloquer les idées, mais au contraire de les combattre avec d'autres idées plus intéressantes. Et c'est toujours difficile. Hein. Moi, je voudrais dire à propos de contrôle, je vais faire une transition hasardeuse et contrôle du temps. Donc là, en fait, on arrive au bout, puisqu'après, Yuri, on est en dépassement de 10 minutes. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que derrière, je ne sais pas toi, Luc, mais en tout cas, Gull et moi, on a 4 heures. Il faudrait qu'on fasse une petite pause technique peut-être, avant d'aborder la soirée qui s'annonce sur le Hack Life. Oui. Tu veux dire une pause nutritive? Peut-être, oui. Une pause tout à fait. nutritive. Alors, si tu dois conclure rapidement, est-ce que tu as une conclusion rapide? Soyez heureux, don't feed the troll, et on a plein d'outils pour ça. Très bien, Gull, une conclusion rapide? Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Très bien. Eh ben, merci à tout le monde. Toi, t'as pas de conclusion. Écoutez, être malade, c'est nul. Après, une concertation avec moi-même. Attends, tu connais l'autre truc? Il y a du citron chaud et du miel. Voilà, j'en ai sur le côté. Voilà. Non, mais sur le sujet, voilà. Je pense que la question de l'asservissement numérique est un vrai enjeu. Je pense qu'il y a quand même des choses particulières, que ça passe à la fois par une dimension politique, et que sans une action collective, on n'arrivera à rien. Et que, comme toute bonne action politique, on est à la fois dans l'action personnelle, individuelle, où on va essayer de changer nos habitudes, mettre en œuvre toutes les petites astuces que tu as dites, et plein d'autres, mais également porter le message publiquement, s'informer, etc. Et qu'il faut absolument être aux deux niveaux, bien penser qu'il y a une question d'intérêt collectif et d'intérêt personnel. Et que je pense que l'asservissement, et tu le disais très justement, le fait d'isoler les gens, et c'est une vieille méthode de pouvoir, mais que l'asservissement, il passe d'abord par l'individualisation et le fait que les gens ne discutent pas, et dans le fait d'abord de tuer le politique et de tuer la culture.
à fait. Voilà. Et les actions collectives, faut reprendre confiance en l'humain. Les actions collectives, ce sont quelquefois des actions qui ne sont pas concertées, mais qui sont efficaces. Parce qu'on pense tous la même chose sur certaines choses. Alors si je peux me permettre, moi Tu as déjà conclu. sur le compte, Bon, vas-y, vas-y. que on doit éviter autant que possible les points de contrôle centralisés. Donc les grands acteurs d'Internet aujourd'hui, c'est des points de contrôle centralisés, et que nous-mêmes, on doit faire un travail sur notre esprit, et on sera forcément dans des ensembles de règles, des règles sociales, des normalisations, et il y aura forcément des gens qui vont vouloir nous contrôler. On ne pourra pas nécessairement l'éviter, mais il faut au moins savoir que ça existe. Il faut avoir le recul sur le fait que oui, on s'attend, parce que pour X ou Y raison, qu'on va être séparés par les âges, que oui, les gens s'attendent à certaines choses de notre part, et si on est au courant de cela, on a déjà fait une avancée vers un peu plus de liberté. Tout à fait. Très bien. Okay. On s'arrête là. Merci à tout le monde. Bon appétit. Merci. Bonne soirée. Regardez. Rendez-vous dans une demi-heure.